on a des emails, bref. Donc, je crois que nous avons tous utilisé l'IA générative jusque-là. Et aujourd'hui, nous, dans ce cours-là, nous essayons quand même d'apporter des éléments de réponse. Donc, je crois qu'on s'est tous posé la question à un moment donné sur notre carrière, à savoir quel serait notre avenir avec l'IA générative. Est-ce qu'on va se faire remplacer quand on voit un peu la vague de layoffs qu'il y a un peu partout dans le monde et qu'on voit que beaucoup de métiers sont appelés pas à disparaître, mais à être réinventés. Et nous avons pensé à un moment donné qu'il fallait contribuer aujourd'hui via le Cloud Facile dans cette réinvention des carrières. Donc, le Cloud Facile qui dispense des cours de coaching. Ça, c'est le deuxième cours de coaching que je fais avec le Cloud Facile. Et ce qui différencie le coaching des modèles que vous avez sur le marché, c'est que vous avez un accompagnement des experts qui sont là pour ne serait-ce que passer du temps avec vous et de vous aider à pouvoir grandir dans un domaine bien précis. Donc ici, il s'agit de la Generative AI. Je sais que vous avez plein de cours sur Udemy, sur d'autres plateformes, Coursera. Mais la particularité de ce cours-là, c'est qu'on va aller sur du concret. Nous sommes tous des builders. L'objectif que nous ciblons, c'est de vous permettre de mettre la main à la pâte avec des labs qui vont pouvoir ponctuer un tout petit peu les déploiements que nous allons faire, mais également des projets qui vous permettront en toute autonomie de développer des compétences pointues sur la partie generative AI. Ce que le cours n'est pas, ce n'est pas un résumé de tous les concepts parce que c'est un domaine assez vaste sur lequel il y a énormément d'éléments à voir. Mais comme vous le savez, pour toute discipline, il y a des piliers fondamentaux qui permettent aux apprenants de pouvoir développer une autonomie. Et pour nous, chez le Cloud Facile, ce qu'on cherche à faire, c'est d'accélérer un peu la carrière des uns et des autres en leur donnant les outils, les fondamentaux pour lesquels ils pourront par eux-mêmes continuer à faire la montée en compétences qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté que beaucoup de gens, quand ils veulent s'aventurer à travailler avec la Generative AI, au-delà de l'usage du produit pour pouvoir faire les tâches quotidiennes, quand on veut créer des choses qui sont beaucoup plus avancées, c'est par où on va commencer. Comment est-ce qu'on va designer, comment est-ce qu'on va prendre en considération les aspects de conception avancée en incluant un peu toute la stratégie qui vaille, sachant qu'aujourd'hui, on regarde sur le marché qu'il y a beaucoup de POC, de Proof of Concept, qui ne vont jamais en production pour la bonne et simple raison. Voilà, il y a un certain nombre de contraintes qui ne sont pas prises en considération dès le départ. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la partie Generative AI Advanced, comment nous l'avons conçue, pour vous accompagner sur 3 mois. Donc, alors, on a mis un coaching de 2 mois, mais c'est globalement 3 mois, c'est 2 mois et quelques, pour vous accompagner à pouvoir concevoir aujourd'hui des produits, des services autour de la Generative AI. Et en regardant toute la communauté qui gravite aujourd'hui autour de ce webinaire, je crois qu'on a des développeurs, on a des data edge, on a des builders et nous, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter ce contenu-là. Donc, Mohamed, si tu peux passer au slide suivant. Alors, je suis en train de parler depuis le départ, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Khalid Oussi, je suis Solution Architect. J'ai un profil assez atypique, donc ingénieur de télécom de formation. J'ai eu à travailler sur plusieurs industries allant des télécommunications, la nutrition. J'ai travaillé dans le secteur aussi bancaire, donc c'est l'une de mes premières expériences. Je travaille là chez AWS, donc qui est un fournisseur de cloud, et j'accompagne plusieurs clients, notamment les clients qui sont dans le domaine de l'industrie auto. Donc voilà, je suis accompagné de 2 experts profils qui m'ont marqué, avec qui j'ai eu l'opportunité de collaborer dans le passé. Nous reviendrons peut-être certainement sur les liens qui nous unissent. En tout cas, une chose est sûre, on est tous des builders très, très passionnés. Pour introduire mon ami Sidi Ahmed Mar, je te laisse te présenter peut-être. Merci beaucoup, Khalidou. Alors, bonsoir à tous. Je suis Sidi Ahmed Mar, data engineer, passionné par la donnée et aujourd'hui pleinement investi dans les applications concrètes de l'intelligence artificielle générative. Alors, mon parcours, c'est celui d'un ingénieur qui est passé du traitement de la donnée à la construction de systèmes intelligents, capables d'apprendre et d'agir. J'ai travaillé sur plusieurs projets alliant data engineering, machine learning et automatisation de workflow IA.
aussi bien dans les secteurs financiers que dans des environnements tech. Alors, ce que j'aime, c'est transformer la complexité en solutions simples et utiles, parce qu'il faut allier les deux pour être performant, que ce soit un pipeline de données, un moteur RAG ou un agent de production. Alors, dans ce webinaire, je vais vous accompagner sur la partie IA générative, ses cas d'usage, son impact sur les métiers et la manière dont elle peut transformer une carrière. Awesome. Merci beaucoup. Amazing. Merci beaucoup, Sidi Ahmed Mar, et je laisse la parole à Mohamed Medsek. Très bien, merci Khalilou, merci Sidi pour vos présentations. Donc moi, c'est Mohamed Sek, je suis ingénieur de formation. Donc là, je suis machine learning engineer spécialisé en IA générative. Donc je travaille dans une boîte du CAC 40 dans le secteur bancaire. Donc concrètement, actuellement, dans mon quotidien, je lead le développement d'un produit d'IA générative. Donc l'IA générative, c'est quelque part mon quotidien aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse, c'est mettre en place des use cases à forte valeur ajoutée pour automatiser des tâches. Et accessoirement, j'interviens en tant que professeur à l'Université Paris-Cité pour donner des cours dans l'UFR mathématiques informatiques. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai en tant que coach dans le cadre de ce parcours. Amazing, amazing. Je crois que vous êtes en de bonnes mains plutôt, l'assistance avec Mohamed et Sidi, moi-même en tant que solution architecte. Mohamed, peut-être le prochain slide et on va rentrer dans le vif du sujet. On s'est posé plein de questions avant d'écrire ce cours-là. Pourquoi? C'est un peu lié au contexte macroéconomique que nous avons vu. Tout le monde parle d'IA générative à l'échelle des utilisateurs simples, hein, comme je l'ai rappelé en intro, on a tous utilisé ChatGPT ou d'autres outils, pour ne citer que cela. Il y a aussi les entreprises qui font la ruée vers l'implémentation des use cases IA génératifs pour la bonne et simple raison que ça permet d'impacter aujourd'hui plusieurs facteurs, notamment de créer ce qu'on pourrait appeler un return on investment sur des use cases bien précis, un return on employee pour pouvoir améliorer la productivité des employés, mais également un return on the future, because on est dans un monde disruptif. Et il faut y aller très, très, très vite. Et les gens, avec l'IA générative, sont capables aujourd'hui de réduire les délais et de pouvoir accélérer un tout petit peu le processus d'innovation. Aujourd'hui, le marché, tel que Gartner le présente, peut dépasser les 500 milliards d'ici 2028. Donc, juste pour montrer que c'est un marché à fort potentiel, toutes les entreprises se lâchent dessus. Plus de 80% de ces entreprises-là, aujourd'hui, ont décidé d'utiliser des use cases IA génératives on top of les workload data qu'ils ont dans le but de pouvoir améliorer un tout petit peu la productivité et l'offre de services qu'ils font. Donc, selon Goldman Sachs, l'IA pourrait automatiser l'équivalent d'environ 300 millions d'emplois dans le monde d'ici 2030. Et toute la question se pose, qui est concerné, qui n'est pas concerné? Est-ce que moi, mon boulot, est-ce que je vais être remplacé par l'IA? On s'est tous posé cette question-là, mais je crois qu'on aura des éléments de réponse dans le cours. Donc, il ne s'agira pas d'être remplacé, mais il s'agira de se réinventer. Et aujourd'hui, au vu de tous les profils qui sont là, ne serait-ce que dans l'usage de la generative AI au quotidien, cela prouve encore une fois de l'impact que ça peut avoir. Donc, ce n'est non pas un remplaçant, mais un catalyseur dans le cadre de votre carrière. Donc, ici, nous, ce qu'on cherche à faire dans cette formation-là, c'est de vous outiller à pouvoir obtenir et avoir les bons réflexes, les bons tips, le bon mindset pour pouvoir designer des produits autour de vous. J'ai vu quelqu'un qui a partagé, disons, son expérience autour de la gestion des incidents et qui parle de gestion des incidents, parle un peu d'impact financier sur l'entreprise. Donc, pouvoir réduire le taux d'incident revient aussi à pouvoir faire du saving, à garder une e-réputation qui est bien. Et aujourd'hui, on verra par la suite dans la présentation de notre parcours comment cette IA générative-là peut impacter dans la gestion des incidents. Donc, on voit aussi qu'il y a un potentiel énorme autour du marché avec un potentiel qui tourne autour de 7% du PIB dans un horizon de plus de 10 ans. Donc, c'est un enjeu. Toutes les entreprises y vont parce que c'est un vivier. Ça rappelle un peu toute l'effervescence qu'il avait dans les années 2000 avec les moteurs de recherche. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une phase déterminante avec plein de produits IA sur le marché, plein de possibilités. Et tous, autant que nous sommes
contributeurs dans les entreprises à pouvoir gérer le développement. Nous nous attendons aujourd'hui à pouvoir construire cet avenir-là, à créer des relais de croissance au niveau de ces entreprises qui majoritairement se basent sur l'IA générative et qui permet de faciliter plein de choses. Donc là, en bas, vous avez un trend sur l'évolution du market sur plusieurs années. On voit que plus on avance, plus les gens ils investissent, plus ça devient un moteur fort de croissance aussi bien dans n'importe quelle industrie que même dans les gouvernements. On a bien vu ce que les gouvernements ont investi sur le gouvernement américain en termes d'investissement autour de la generative AI, juste pour montrer l'impact que cela. Mais il s'est avéré que depuis tout à l'heure, je parle de generative AI, et on ne sait pas c'est quoi la generative AI. So, je vais laisser la main à Sidi Ahmed pour qu'il revienne un peu sur les fondamentaux afin qu'on puisse s'aligner. Je sais que vous êtes très fort, vous connaissez la generative AI, mais alignons-nous d'abord sur le principe et les concepts pour pouvoir ensuite aller en détail sur ce que nous on vous offre à travers cette formation. Sidi, à toi la parole. Merci beaucoup, Khalidou, super. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la générative AI, autant pour moi? Alors, l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui permet à une machine d'imiter l'intelligence humaine. Donc, raisonner, planifier, résoudre des problèmes. À l'intérieur, on trouve, tu peux juste m'afficher le premier, oui. Donc, à l'intérieur, on trouve l'apprentissage automatique, donc le machine learning, qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir des données sans être explicitement programmés. Alors, puis on descend encore dans le deep learning, un sous-ensemble du machine learning basé sur les réseaux de neurones profonds, donc qui imite le réseau de neurones humains, capable de reconnaître des images, des sons, du texte. Et enfin, au cœur de cette évolution, on trouve l'IA générative. C'est celui qui ne se contente plus de comprendre ou classer, mais qui génère du contenu nouveau, du texte, des images, du code, de la musique. Et mes amis développeurs, ils seront bien intéressés par cette partie génération de code. Alors, depuis qu'on a inventé les ordinateurs, on leur a surtout demandé de calculer. Ils exécutaient des ordres précis. Mais aujourd'hui, les machines apprennent, raisonnent et surtout, elles créent. Un modèle génératif, c'est un réseau de neurones géants. Il lit des milliards de textes, d'images, de sons, et apprend à deviner la suite logique, le mot suivant ou la phrase suivante. C'est ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model. En clair, un modèle qui comprend et parle le langage humain. C'est un peu comme si vous donniez à quelqu'un tous les livres du monde. Au bout d'un moment, il devient capable d'écrire sur tous les sujets et dans tous les styles. Alors, l'IA traditionnelle classe ou recommande, tandis que la GenAI, elle, génère, comme je le disais tantôt, du texte, du code, des images. On passe d'un moteur de recherche à un moteur de création. Et c'est là toute sa magie. Alors, avant, on codait les règles une à une. Aujourd'hui, le modèle apprend directement du contexte et des données. Il devient un collègue numérique, comme le disait Khalidou. Il n'est pas là pour nous remplacer, mais il est là pour nous assister. Alors, un exemple un peu concret, c'est un assistant RH qui connaît toutes les politiques internes et répond aux employés sans intervention humaine. Alors, ce n'est pas tout aussi magique comme ça. La GenAI a besoin de contexte. Elle peut se tromper ou halluciner. C'est pourquoi on parle d'IA assistée par l'humain. L'intelligence reste tout à fait collaborative. Alors, il me semble qu'il y a Mohamed qui veut intervenir. Oui, Mohamed. Oui, Mohamed. Oui, je voulais juste un peu revenir sur la partie historique, parce qu'en fait, on parle d'IA générative depuis 3-4 ans. Mais en fait, toutes ces techniques d'intelligence artificielle, c'est des choses qui existent depuis 1950, en fait. Et aujourd'hui, pourquoi on en parle beaucoup? C'est parce qu'on est dans une période où on a beaucoup de données, mais surtout beaucoup de puissance de calcul, en fait.
Et de ces deux constats, aujourd'hui, on arrive à développer des modèles qui permettent de faire tout ce que Sidi disait. Mais en fait, c'est des choses qui existent depuis 1950. Les techniques derrière utilisées pour entraîner ces modèles-là, c'est des choses qui sont connues depuis. Mais aujourd'hui, on a un boom grâce à ces deux points-là, les données et la puissance de calcul, les GPU. Que Sidi, je te laisse la main pour continuer dessus. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas, c'est un format super interactif. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, vous pouvez lever la main si vous voulez introduire. Voilà. Nickel. Alors, je passe au cas d'usage. Alors, on a vu le principe de la Gen AI et ses grands outils. Non. Attendez, je pense la slide, oui. 2 secondes, je règle le truc. Et c'est tout bon. Je passe au slide suivant, s'il te plaît. Juste parce que le précédent slide, en fait, c'est use case classique que vous connaissez tous. Ouais, on est déjà, j'en ai déjà été en haut. C'est vraiment la partie general use case que vous avez du contexte visuel, comme on en fait aujourd'hui avec certains modèles capables de générer des images, de générer des extraits vidéo, utilisés dans beaucoup d'industries d'ailleurs, telles qu'aujourd'hui des vidéos de marketing, etc. Donc, voilà, toute la partie génération de texte, génération de code dont il a parlé. Mais là, on va plonger sur la partie industrielle qui peut être beaucoup plus qui est même plus intéressant et qui l'illustre très bien. On a vu, maintenant, nous voyons que tout ça se traduit concrètement dans la vraie vie à travers 4 secteurs clés, le manufacturing, la santé, la finance et le retail. Et si on s'intéresse au manufacturing, imaginez une usine automobile. Avant, une panne sur une chaîne de production pouvait coûter des milliers d'euros par minute. Aujourd'hui, grâce à la Gen AI et aux modèles prédictifs, les capteurs envoient des alertes avant même qu'une pièce ne casse. Ou même mieux encore, l'IA peut proposer une solution automatique ou à travers des automatisations ou bien certains agents commander la pièce de rechange avant même l'arrêt complet. C'est ça la maintenance prédictive, donc la production continue sans interruption. Et dans le domaine de la santé, dans un hôpital, que ce soit à Dakar ou à Lyon ou bien au Canada, un radiologue charge une IRM dans un outil Gen AI et en quelques secondes, l'IA analyse des informations, les images, compare avec des millions de cas similaires et signale une anomalie qu'un œil humain aurait pu manquer, quoi. Et l'objectif n'est pas de remplacer le médecin, mais de l'augmenter. Il prend une décision plus vite, avec plus de confiance et donc un meilleur soin pour le patient. C'est la santé augmentée par la donnée et l'IA. Et côté finance, dans une banque, chaque jour, des millions de transactions passent. Avant, il fallait des équipes entières pour détecter les anomalies. Aujourd'hui, un modèle Gen AI lit les historiques, les profils, les motifs de virement et repère en temps réel une opération suspecte avant qu'elle ne soit validée. Et résultat, les fraudes bloquées avant qu'elles ne deviennent des pertes et des analystes qui se concentrent sur les vrais cas complexes. L'IA ici devient un vrai copilote de conformité et de sécurité financière. Et enfin, dans le retail, imaginez que vous entrez sur un site de e-commerce avec ce contexte africain où ça émerge bien. Vous décrivez simplement ce que vous cherchez. Une veste légère, par exemple, pour les soirées d'été, ou bien même d'hiver qui approchent.
L'IA ne se contente pas de vous montrer des produits. Elle comprend le style, la météo, les tendances locaux et même vos préférences passées. Elle vous propose 3 modèles parfaitement adaptés, puis vous laisse les essayer virtuellement si vous voulez, hein, au travers d'un avatar. Tout ça, c'est des possibilités et c'est la vente assistée par l'IA, fluide, personnalisée, humaine dans l'expérience. Alors, ces 4 éléments montrent une chose, la Gen AI s'intègre déjà dans tous les métiers, du terrain jusqu'à la direction. Elle anticipe, automatise et personnalise. Et chaque secteur découvre que l'IA n'est pas un luxe technologique, c'est un accélérateur de performance. Dans le slide suivant, je vous montre justement comment ces cas concrets, surtout comment ces cas se connectent à travers le landscape. Alors, avant qu'on ne passe au landscape, je crois qu'on Oui. a juste pu chercher à donner des use cases concrets à travers les industries. Aujourd'hui, manufacturing, health, retail, finance, mais ça s'applique à plein d'autres industries. Je crois que le potentiel de la générative AI va au-delà. En regardant la richesse aujourd'hui des people qui sont dans l'assistance, je pense qu'il y a plein de use cases, soit sur lesquels ils travaillent, soit sur lesquels ils ont déjà une idée parce que leur écosystème, leur environnement travaille dessus. Ça s'étend sur l'énergie, sur le bâtiment, sur l'automobile. Bref, donc ça, c'est juste une extraction d'une partie minime de ce qu'on pourrait faire Si tu as sur l'IA générative. N'hésitez pas à nous partager des use cases sur le chat si vous en avez. Et même si tu as un exemple plus concret sur certains de ces... Après, ça reste que des exemples. Hein. Je crois qu'ils ont compris un tout petit peu le but du jeu. C'est qu'aujourd'hui, l'IA générative réinvente un peu la manière dont ces industries-là ils travaillent. Quand on prend le manufacturing, où on a des usines souvent qui fonctionnent H24, cette capacité à pouvoir faire intervenir des agents pour qu'ils puissent améliorer un tout petit peu la rentabilité de ces usines-là, surtout at scale, ça fait un énorme profit. Donc, n'hésitez pas. L'objectif, c'était juste aussi de demander à nos participants de partager certains use cases qu'ils ont autour de leur quotidien, voilà, qui peuvent être intéressants sur le chat. Quoi. Donc, voilà. Okay. Alors, je pense, y a-t-il des réactions? Je regarde le chat, pour l'instant, pas de... Ok. Pour le moment, pas de réaction, mais voilà, ils sont là. Ça marche. Bon, de toute façon, tu peux aller au slide suivant. Alors, là, il existe aujourd'hui un écosystème gigantesque d'outils et de plateformes Gen AI. Et sur ce slide, on voit le landscape de la Gen AI. Des modèles open source comme Mistral, Falcon, Llama, des modèles propriétaires comme GPT, Claude, Gemini, et des plateformes d'expérimentation comme Hugging Face, Replicate ou Anthropic. Et bien sûr, des outils spécialisés comme Midjourney pour les images, du Eleven Labs pour le son, du Runway pour la vidéo. Et dans notre programme, on apprend à comprendre, comparer et orchestrer ces outils selon le besoin métier. Parce qu'un bon ingénieur Gen AI ne connaît pas un outil seulement, mais il connaît il sait les combiner intelligemment, quoi. Peut-être avant qu'on avance par rapport à cette slide, juste une petite question et vous pouvez répondre en levant votre pouce. Bon, qui a déjà utilisé ChatGPT, je pense que tout le monde, qui connaît la plupart des outils qui sont là. Donc, quand on parle de Crew AI, par exemple, et de LangChain, est-ce que ça vous parle? Très bien, je vois pas mal de pouces qui se lèvent actuellement. Donc ça, tous ces outils-là d'orchestration tels que LangChain, Crew AI, qui sont aujourd'hui tous les frameworks les plus utilisés pour la création d'applications intégrant ces IA génératives-là, orchestrant ces logiques d'agents, on va les voir aussi dans le cadre de ce cours. Donc je vois pas mal de pouces qui se lèvent, ça montre un fort intérêt.
et vous allez être servi. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui sont bien de la tendance actuelle, qui utilisent du Codex, du Claude, bien même du Gemini pour du vibe coding. Les vibe coders. Les vibe coders. Vous êtes où? Ah bah, mais moi, je suis Il y en a du monde. Ah ouais, moi aussi, je suis vibe coder. Même dans mon oui, c'est la tendance appropriée. Absolument, absolument. Je crois qu'on est... L'idée, on n'est pas remplacé par ces outils, mais on se trouve être complété. Hein. C'est comme si on avait une armée de stagiaires avec nous qui travaillent avec nous au quotidien. Ou même les profils les plus juniors se voient accompagnés par des personnes plus âgées. C'est la même chose avec la Exactement la même chose. Hein. Exactement la même chose. Très bien. Ouais. Nickel. Alors, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que l'adoption de la GenAI touche déjà tous les secteurs. La finance, le marketing, l'éducation, la santé, les RH, les retail. Ce ne sont plus uniquement les grandes entreprises de la Silicon Valley, mais aussi des banques, des administrations, des startups et des PME locales qui utilisent aujourd'hui l'IA pour automatiser, produire et décider plus vite. En clair, la transformation est déjà en route, en marche. Et ceux qui maîtrisent la GenAI aujourd'hui seront ceux qui prendront de l'avance dans leur carrière demain. D'ailleurs, Khalidou, toi qui accompagnes beaucoup de professionnels dans cette transition, comment tu perçois cette adoption sur le terrain? Alors, merci beaucoup pour cette excellente question. Je crois que, comme nous le savons tous, hein, parce que nous évoluons dans le secteur, c'est l'adoption, elle varie. Elle varie suivant plusieurs critères. C'est d'abord le niveau de maturité de certaines entreprises. Aujourd'hui, qui parle de Generative AI, Mohamed en a parlé, c'est d'abord la partie compute. C'est également la partie données. Donc, il y a certaines entreprises qui ont pu résoudre cette problématique compute en étant déjà sur le cloud, qui offrent des services pay as you go avec des propositions de solutions managées qui réduisent un peu la complexité. Mais cela suppose aussi d'avoir du personnel qualifié capable de pouvoir le gérer. Donc, il y en a aussi d'autres qui ont une vague capacité de données, mais qui n'arrivent toujours pas à définir aujourd'hui ces foundations, c'est ce qu'on appelle les data foundations, c'est d'avoir de la donnée de qualité pour pouvoir profiter un peu de la generative AI. Donc, pour faire bref, on a une courbe qui évolue selon le niveau de maturité, la capacité de compute qu'on peut avoir, les data foundations, est-ce que c'est bien posé ou pas. Mais n'empêche, ça revient dans le quotidien de chacun. Je crois que je l'ai dit, il n'y a pas un seul professionnel aujourd'hui qui ne connaît pas l'existence de ces outils génératifs AI. Et ça pousse aujourd'hui à parler à tous les builders. Donc, on a l'habitude parfois de dire pour scaler, pour avancer un peu dans notre carrière, il faut qu'on utilise, disons, ces outils-là. Mais attention, l'objectif, ce n'est pas justement de builder, mais de se faire accompagner. Parce que les vibe coders comme nous, on peut écrire du code, les mettre en production. Demain, si ça casse, qui va maintenir? Vous demandez à un agent IA de maintenir, allez, ça va encore créer d'autres problèmes. Donc, vous voyez, ça va être continuellement dans un truc pour vous dire que ça ne remplace pas les skills, mais ça permet de gagner un peu en termes de productivité. Et dans la transformation de carrière, je vois des développeurs, je vois des DevOps, des sysadmins, des ingénieurs data. Donc, l'idée d'avoir aujourd'hui la GenAI, ce n'est plus de se contenter dans un usage classique. Okay? De dire, OK, je vais aller générer du code ou je vais lui demander des questions, faire un summary, mais c'est d'être capable aujourd'hui, et c'est nous ce que nous cherchons à vous donner, c'est d'être capable de pouvoir créer par vous-même des outils, que ça soit via des services managés, que ça soit via des services on-prem ou des frameworks, des librairies, de construire en tout cas des outils qui vont vous faciliter la vie dans le cadre de votre travail. Donc, je crois que dans le programme, Mohamed va dive un peu là-dessus. Pour moi, tout professionnel aujourd'hui devrait penser comment intégrer l'IA dans le cadre de ses activités, en automatisant au maximum toutes les tâches répétitives, mais en cherchant aussi à créer d'autres relais de croissance. Et je vois qu'il y a une main de Seydou. Ouais. Seydou? Oui, alors, oui, bonsoir. J'ai une question pour Sidi.
qui travaille avec les banques. Donc, moi, j'ai des clients aujourd'hui. J'ai un client aussi qui est dans le domaine de la banque et lui, il veut pas en entendre parler. Moi, je travaille dans les équipes de développement et je sais pas du coup de ton côté, c'est quoi la magie que tu as utilisée ou que vous avez utilisée pour en gros, c'est comment tu fais comprendre aux clients que le la- l'outil IA que tu utilises, il n'est pas juste là pour casser. Bah, c'est une très bonne question. Et je pense que Mohamed va le creuser plus tard dans la présentation et je vais en parler juste après. Ok, parfait. Je ne sais pas si vous me permettez de rajouter un élément à ce niveau-là. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux aspects qu'il faut prendre en considération avec les entreprises. Il y a le volet stratégique et il y a également le volet technique. Et le plus souvent, et c'est l'erreur que nous faisons nous en tant que technique, c'est qu'on se focalise un peu sur la beauté de la technicité, ce qu'on est capable de faire, etc. Mais en fait, c'est pas ce qui intéresse souvent les décideurs, ceux qui prennent les décisions, ceux qui sont à un niveau exécutif, à un niveau stratégique. Donc, eux, ils investissent pas sur un outil ou pas sur un process. Ils ont une roadmap bien définie qui est adossée, en tout cas, sur des objectifs business. Et l'idée, c'est que si on arrive souvent à faire le matching entre les business, la partie business et la partie technique, ça peut plus ou moins le pousser à prendre des décisions de façon très simple. Je prends ton cas, tu es dans une banque aujourd'hui. Si tu veux utiliser la generative AI, ma question c'est qu'est-ce que tu cherches à impacter? Est-ce que c'est pour améliorer la productivité des développeurs? Si oui, de combien de pourcents? Est-ce que tu es capable de l'estimer? Si tu dis à ton manager, ben, écoute, ça c'est un use case pertinent, en utilisant la GenAI, on peut améliorer la productivité des développeurs de tant de pourcents, on peut réduire le temps de déploiement des applications de 1 mois à 2 semaines, et ça va se traduire par des bénéfices, ou en tout cas un saving de X%. Je crois que ce sont plus ces data points-là qu'il faut mettre en avant quand on est face au management. Et puis surtout, penser à faire de l'acculturation at scale. Nous allons revenir sur la simulation parce que le modèle de training qu'on vous propose, ce n'est pas juste vous proposer des outils, mais c'est de partir sur le postulat d'une entreprise fictive qui est capable aujourd'hui de refléter un peu la réalité de toutes les entreprises que nous avons, en réticence au changement, un blocus par rapport aux nouvelles tendances, des problématiques qui gravitent autour de la sécurité des données, de la complexité, mais aussi d'un skill de gap. Alors, je crois qu'il y a un micro qui est open, je me dépêche de... Mohamed Keïta, je ne sais pas si ton micro, tu peux le couper. Mohamed, est-ce que tu nous entends? Il n'a pas l'air de nous entendre. Ouais, peut-être qu'il ne se rend pas compte du bruit. Bon, on va essayer de faire avec. Je ne sais pas si l'organisateur peut... Ouais, c'est bon. Merci Mohamed. Donc, je disais à Sédou, il y a plein de facteurs qui sont autour. Et nous allons partir sur l'exemple d'une entreprise fictive et on va essayer de vous montrer un peu at scale comment atteindre des objectifs stratégiques. Et last but not least, une fois que vous aurez inscrit dans le cadre de cette formation-là, on ne va pas juste se limiter à vous donner du contenu, mais aussi on peut aller au-delà. C'est de faire des échanges justement techniques, stratégiques sur comment vous aider à pouvoir pousser les solutions de votre côté. Voilà, profiter de notre expérience, profiter également de l'expertise que nous avons sur ce domaine. Diallo, voilà. Oui, excusez-moi. Donc, oui, Assimil Diallo, consultant data et chercheur sur le management de l'IA data à Paris-Saclay, également enseignant à l'université d'Angers. Justement sur le travail de data, puisque je travaille dans les banques. Effectivement, il y a le problème de réglementation aussi qui rentre en vigueur quand on utilise ces outils technologiques.
Et donc, niveau stratégie que Khalidou vient de dire, il parle du niveau stratégie. En fait, niveau stratégie, on parle beaucoup sur la productivité. Donc, si on arrive à montrer que la productivité, cet outil permet de mettre en place plus de réactivité, plus de gains de temps par rapport au développement et aussi derrière, ça peut régénérer du profil très rapidement par rapport à, je sais pas, 2 jours où un ingénieur peut passer sur 5 jours de travail et que l'outil permet de passer sur 3 jours et qu'on arrive à démontrer ça auprès de la stratégie, il se peut qu'il s'embarque en fait sur l'utilisation de Exact. l'outil. Et derrière, il faut que l'outil aussi respecte toutes les réglementations en vigueur. Si on prend le cas de la France aujourd'hui, les banques font beaucoup gaffe sur la réglementation, surtout quand on parle de données. Donc, on voit bien ce qui se passe au niveau, au niveau de la RGPD. Donc, il faut que l'outil arrive à intégrer tout cela et que l'ingénieur, soit le data manager, arrive à convaincre en fait la hiérarchie pour qu'il puisse comprendre l'intérêt de l'utilisation justement des outils IA. Si aujourd'hui on parle d'IA, alors dans les banques, on va parler plutôt de l'IA classique. Et aussi, il y a l'IA générative qui sont beaucoup utilisées dans les banques commerciales. Et l'IA classique, c'est beaucoup dans les banques, si vous voulez, les banques, les holdings. Voilà. Là, on va parler beaucoup de data science. Et là, il y a beaucoup plus de vérification de biais, qui fait qu'aujourd'hui, ces modèles-là sont créés directement par les ingénieurs sur place. Donc, ce ne sont pas des outils d'IA générative qu'on va intégrer, c'est-à-dire le code source est fait directement au niveau de la banque. Ce n'est pas fait comme si tu prenais ChatGPT pour intégrer ChatGPT au niveau de la banque et ensuite le travailler comme si c'était un outil génératif. Parce que là, tu n'as pas la maîtrise du code source derrière, donc il se méfie beaucoup, parce que la data aujourd'hui, ils n'ont pas la maîtrise de cette data sur l'IA générative. Donc, ce qui fait la réticence, en fait, la réticence au niveau des banques. Donc, voilà, j'apportais juste ce point-là parce que je travaillais dans la banque et aussi, je Amazing. collabore beaucoup avec la stratégie sur le Super. niveau, voilà. Amazing. Donc, je vais apporter un peu, voilà, la réponse de Saïdou. Exactement. Amazing. Juste Merci deux beaucoup. éléments, Et n'oubliez aussi, pas de la communauté. ouais. Et aussi, je donne un message quelque pour. chose. Oui, vas-y, Sidi. Oui, en effet, comme ils l'ont bien expliqué, la réticence, elle n'est pas liée à la technologie en elle-même, mais à la gestion du risque et de la conformité. Et c'est tout à fait légitime. Hein. Là, la bonne approche, ce n'est pas d'essayer de forcer l'adoption, mais de montrer que la GenAI peut être introduite de manière contrôlée, mesurable et conforme. Par exemple, dans plusieurs banques comme certains du CAC 40, on commence par des cas d'usage interne, la rédaction automatique de rapports de conformité, le support à la lutte anti-blanchiment, par exemple, ou encore même la génération de synthèse de documents réglementaires. Tout ça fait dans un environnement fermé, sans fuite de données, avec une traçabilité complète des interactions. Si on prend un peu le contexte un peu ouest-africain ou même sénégalais, on parle un peu de souveraineté de données et c'est le même procédé qui s'applique aussi aux banques. Et une fois que la valeur est prouvée sur un petit paramètre, gain de temps, qualité, réduction d'erreurs, les directions métiers deviennent naturellement demandeuses d'élargir les usages. Donc, pour convaincre, il faut d'abord parler leur langage déjà, celui de la conformité, de la productivité et de la sécurité, pas seulement de l'innovation. Surtout, ce qui est très important et ce que je vois beaucoup dans mon quotidien, c'est de passer un message. L'IA, en fait, n'est pas là pour remplacer, mais pour compléter, augmenter. Donc, en fait, le principal message, c'est de dire que l'humain reste toujours dans la boucle dans le cadre de use case qu'on implémente. En fait, c'est pas des IA qui sont automatisés de bout en bout. Il y a forcément dans le process un humain dans la boucle pour valider et mettre en place des garde-fous. Ouais.
Je suis pas un commercial, hein, je ne vais pas rebondir sur vos questions techniques, mais juste ça, il a été un fait qui est assez important, c'est la question de Seydou, plus la contribution d'Assimou et tous les gens qui sont autour. Donc, c'est juste pour vous garantir qu'une fois que vous serez inscrit, c'est ce type d'échange interactif qui va se faire. Donc, avec des partages, des retours d'expérience des uns et des autres qui peuvent partager soit les mêmes secteurs, ou nous qui accompagnons plusieurs types de clients, on peut aussi partager, avoir des échanges qui sont fructueuses. Donc, n'hésitez pas, à participer à la communauté. Donc, le lien, c'est sur le chat, mais également à vous préinscrire sur le cours GenAI. Donc, Mohamed, pour gagner du temps, on te laisse continuer maintenant sur le contenu du training. Donc, on peut aller. Bon, après ça, à gauche, vous avez juste l'ensemble des métiers qui se traînent. On va partager les slides après. Voilà. Pour ceux qui veulent de l'argent, vous avez une vue sur les salaires. Assez intéressant. On n'a pas de data pour l'Afrique, mais globalement, on voit tous les profils qui gravitent autour de la generative AI. C'est peut-être des salaires voilà, qui sont entre 5 et 10 années d'expérience qui peuvent être de l'ordre de 6 chiffres. Mais néanmoins, soyez dans une dynamique d'anticiper. On anticipe par la formation et la formation de qualité, c'est chez LCF. Donc, Mohamed, je te laisse continuer peut-être sur la partie syllabus. Ce qu'attendent peut-être nos apprenants le plus. Voilà. Ouais. Donc, en fait, nous, on a mis en place un workflow, un roadmap composé de 6 en fait, briques qui sont pour nous les briques qu'il faut maîtriser pour réussir cette transition dans l'IA générative, monter dans le train dès le début, parce que ce train, il ne nous attend pas. Donc, pour ces briques-là, on va principalement parler de prompt engineering, de ce que c'est, de comment obtenir des résultats efficaces avec ces LLM, comment intégrer ces LLM dans des briques applicatifs, comment orchestrer avec des frameworks, comment mettre en place des sources de données supplémentaires pour enrichir ces LLM avec les RAG, comment designer tout ça et surtout comment orchestrer avec des agents. Et en fait, quand on commence généralement à s'intéresser à la GNS, le problème auquel on sort principalement, c'est on a énormément de contenu disponible dans le web, en fait, que ce soit sur Udemy, sur YouTube. On a beaucoup d'informations et souvent, en fait, on ne sait pas par où commencer. Ça a été vraiment le problème qu'on a observé principalement. Et en fait, l'idée de notre formation, c'est de vous mettre en place un workflow end-to-end pour apprendre tous ces concepts-là avec des vrais professionnels, des gens qui ont l'habitude de travailler avec ces contenus-là. Et pour ce faire, je vais passer dans ce slide. Pour ce faire, dans cette formation, notre objectif, c'est très simplement de vous faire monter assez rapidement en compétences en IA générative, surtout d'essayer de la rendre opérationnelle dans vos organisations ou dans votre quotidien. Donc, on ne va pas simplement ici vous parler de théorie, mais on va vous mettre en place une startup fictive que vous allez intégrer, une situation plutôt immersive avec des fiches de mission, des cas d'usage, et surtout 3 projets concrets inspirés de vrais use cases qu'on a vus dans nos quotidiens en entreprise que vous pourriez déployer, mettre en place pour savoir comment intégrer l'IA dans les systèmes d'information des différentes boîtes. Donc, c'est une approche qui vous permet de comprendre avant tout, mais aussi d'agir, en fait, de mettre un peu les mains voilà, dans la pâte, qu'on dit. Donc, on a mis en place 4 objectifs stratégiques dans le cadre de cette formation. Donc, notre premier objectif stratégique, on l'appelle sensibiliser et former les équipes. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous aligner tous avec les différentes notions d'IA, de machine learning, de deep learning, en fait, de l'IA générative, de ce que c'est vraiment, juste pas utiliser le chat GPT qu'on connaît. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre comment fonctionnent ces IA génératives. Donc, de ces IA génératives se cachent ce qu'on appelle les LLM, les larges langages modèles. En fait, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionnent ces LLM, qui sont finalement, en fait, ce qu'on appelle des autocomplexes géants.
juste une manière de prédire la probabilité d'apparition d'un mot. En fait, l'idée, c'est de voir comment ces LLM sont entraînés, d'où proviennent les données, comment on les ajuste pour les spécialiser dans des différentes tâches. C'est aussi dans cet objectif stratégique de comprendre les différentes familles de modèles qui existent. Donc, on a des modèles plutôt propriétaires, tels que les modèles d'OpenAI, de Google, des modèles plutôt open source, local, qu'on peut utiliser dans des environnements on-premise, mais aussi de comprendre la différence et quand utiliser le contexte. Tout à l'heure, on parlait plutôt de souveraineté de données. Là, on va voir que dans le cadre de ces environnements où on exige cette souveraineté de données, ces modèles locaux seront plus appropriés. Donc, on va voir à travers… Khalidou, je te vois. Oui, en fait, c'était juste pour faire le rapprochement entre la question qu'on avait tout à l'heure par rapport à des réticences de changement au niveau des entreprises. Donc, il faut toujours commencer par la sensibilisation et la formation. Et souvent, qu'on le dise ou pas, l'usage de l'IA générative ne se fait pas très, très bien. D'un point de vue sécuritaire, il y en a qui peuvent aller utiliser ChatGPT pour mettre des données qui sont sensibles. Il y en a d'autres aussi qui ne savent pas bien prompter, donc finalement, qui ne vont pas profiter de l'IA générative. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire ici avec les différents stages. Donc, Mohamed, je te laisse continuer. Alors, merci Khalidou. Donc, ce qu'il concrètement disait, c'était le return on employment. Donc, en fait, là, on dote de l'employé des différentes compétences qu'il faut pour bien utiliser cette IA générative. Donc, pour cet objectif stratégique, on a deux principaux gros blocs. Donc, le stage 1, qu'on appelle démystifier l'IA générative, qui vous permettra, comme je l'ai dit tantôt, de bien comprendre ce que c'est, mais surtout de le manipuler, de manipuler l'intégration de ces IA génératives à travers des foundation models, à travers des modèles dans le cloud comme AWS, GCP ou Hugging Face, mais aussi de pouvoir l'intégrer dans des applications concrètes avec un framework qu'on va voir tout au long de ce cours qui est LangChain, qui nous simplifie l'interaction avec ces IA génératives-là, qui nous simplifie l'adoption et l'intégration de ces IA-là dans des applications métiers. Donc ici, on a 5 cours à mettre en place, plus des labs qui seront guidés, qui vous permettront de pratiquer ces différentes notions-là. L'idée, c'est pas d'être théorique, mais de comprendre ce qu'on fait à travers des cas pratiques, des cas d'usage très simples. Donc, une fois qu'on a compris ce que c'est que l'IA générative, une fois qu'on a compris les différents aspects de cette IA générative-là, il y a un stage fondamental, en fait, qui est maîtriser le prompt engineering et les différents paramètres qui influent sur la génération de contenu avec ces larges langages modèles. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir des contenus qui sont générés de manière pertinente, il faut savoir les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques-là, c'est toutes les techniques de prompt engineering, comme le zero shoot, le fait de donner des exemples, le one shoot, ou encore de manipuler les différents paramètres qui influent la génération du texte, comme la température, qui est simplement la créativité du modèle qu'on utilise, mais surtout l'aspect sortie structurée de ces modèles-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à écrire un bon prompt, il nous faut mettre en place ce qu'on appelle des garde-fous pour permettre à ces modèles-là de générer des contenus dans des formats attendus. Donc, ces aspects-là seront vus dans ce module-là. Une fois aussi qu'on aura fini ce stage 2-là, on aura des labs, toujours avec LangChain, avec Python, qui permettront de mettre en place ces aspects-là de manière très, très pratique. Donc, jusque-là, je ne sais pas s'il y a des questions. Khalidou, je laisse. Alors, peut-être je vais venir la question du style sur… D'accord, sorry. Ici, je vais venir la question de l'infrastructure sur où est-ce qu'on va déployer ces labs. Donc, on a la possibilité de le faire en local sur des computes. On a aussi la possibilité de le faire sur des instances. Donc, on reviendra tout en détail sur ça. Et ces labs-là vont être pour vous un moyen de mettre la main à la pâte et de pouvoir mieux aborder certains concepts. Donc, notamment sur la partie LangChain, on peut aller très, très loin. On verra que c'est une suite logique entre les labs que vous allez faire.
jusqu'à la conception du projet qui va être introduit, je crois, dans le prochain slide, Mohamed. Effectivement, Khalilou. Donc, en fait, l'idée, encore une fois, de cette formation, c'est surtout, à côté de toute la partie théorique, avoir des vrais projets, fils rouges, des vrais projets qui peuvent être utilisés dans des environnements professionnels. Donc ici, on va voir tout ce qu'on a vu dans le stage 1 et dans le stage 2 pour mettre en place un assistant FAQ intelligent. En fait, on a souvent dans les entreprises des supports qui reçoivent, qui sont inondés souvent par des demandes, ça peut être des demandes IT, RH, finance, etc. Donc l'idée, c'est de mettre en place un assistant FAQ intelligent qui va permettre de réduire significativement le volume de tickets, d'avoir accès instantané à l'information, de standardiser cette approche-là avec des réponses très claires, validées, alignées avec des règles internes. Donc ici, on va utiliser toutes ces techniques-là, en fait, avec un front sur Streamlit. Donc, c'est quelque chose qui sera abordé dans le cadre de cette formation, qui est une manière très simple de faire des interfaces graphiques, mais surtout toute la partie orchestration et intégration des modèles d'IA générative pour mettre en place ce use case avec LangChain qui a été introduit dans le cadre des labs qu'on a vu précédemment, mais aussi comment utiliser les différents types de modèles qui existent, que ce soit des modèles locaux dans le cadre de contexte où il y a des problèmes de souveraineté avec du Olama qu'on va introduire, mais aussi avec des API propriétaires comme du AWS Bedrock, du Hugging Face, parce qu'en fait, ces modèles-là, on a plein de providers et souvent, les providers fournissent à peu près les mêmes services. Donc, l'idée, c'est de voir comment utiliser tous ces services-là. Donc, ce projet, vraiment, vous permet de mettre en pratique tout ce qui a été vu dans le cadre de ces deux modules-là. Khalilou, je te vois lever la main. J'imagine une question, une contribution. Non, juste en fait, toujours dans le cadre de contribution, peut-être sur la partie front, on voit Streamlit. Si jamais il y en a qui savent faire, c'est bien. L'objectif aussi, c'est pour les développeurs, vous pouvez faire du vibe coding pour avoir vos propres interfaces. Mais néanmoins, dans le cadre de ce cours, on gardera dans un repository certains building blocks qui vont vous permettre peut-être d'accélérer un peu dans la partie déploiement. Le but ici, ce n'est pas de vous apprendre à faire des interfaces, mais c'est justement d'insister beaucoup plus sur l'intégration de ces IA génératives-là dans vos différentes applications. Voilà. Merci, Khalilou. Donc, j'avance. Donc, en fait, après ce module-là, on passe sur le deuxième objectif stratégique, qui est l'amélioration de la productivité des employés à travers des RAG. Donc, pour faire très simple, je vais expliquer ce que c'est. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir avec ces LLM-là, ils sont entraînés sur des bases de données, souvent gigantesques, qui sont dans le passé. Parce que pour entraîner ces modèles-là, on collecte des données. Donc, dans ces données-là, peut-être il y a des événements ou des données forcément qui n'existent pas encore. Donc, une fois qu'on entraîne un LLM, ces connaissances sont figées dans le temps. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir enrichir ces LLM-là en branchant souvent ce qu'on appelle des sources de données externes, que ce soit des documents de l'entreprise, que ce soit des connaissances relatives à une entreprise. Ça, par exemple, c'est des use cases qu'on voit beaucoup dans le cadre des banques. Moi, là où je travaille, on a souvent des use cases autour de cette partie-là, à savoir mettre en place des données Google qui sont branchées sur ces LLM-là avec des logiques de RAG qui permettent d'enrichir ces bases de connaissances des LLM pour mettre en place des réponses beaucoup plus élaborées, ce qui améliore la productivité. Donc, en fait, l'idée dans ce stage-là, c'est de voir et de savoir décider quand est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser un RAG plutôt qu'un LLM simple. De pouvoir structurer et préparer des bases de données internes pour qu'ils soient réellement exploitables par ces modèles-là, mais aussi de construire des pipelines end-to-end, des pipelines de bout en bout avec des RAG pour permettre de fournir des réponses précises, sourcées et vérifiables de ces LLM-là. Donc, on a 4 principaux cours ici. Donc, comprendre le RAG, ce que c'est. On va rentrer dans le détail de ce que c'est, comment on fait la gestion et la préparation des données, comment indexer ces données-là, et quelles sont les bonnes pratiques autour de ces outils de RAG. Donc, on a 5 cours, 3 labs qui vont permettre d'illustrer chaque module vu dans le cadre de ce cours-là. Et à la fin, on aura aussi un quiz pour vérifier les compétences. Je vois Sylvie qui lève la main.
Donc, Sidi, je te laisse ça, moi. Oui, c'était juste une contribution. Sur les RAG aussi, on a tous eu à un moment, quand on utilisait la version gratuite de GPT, ce fameux message de « je ne peux pas vous répondre parce que j'ai des données de 2021 ». Et c'est exactement dans ce même sillage qu'on utilise les RAG. Et dans ce cours-là, on va aller en profondeur sur comment les implémenter et aussi l'architecture avancée de ces RAG. C'est ça. Très bien. Et en fait, pour terminer par rapport à ces règles-là, si par exemple, moi dans mon entreprise, j'ai des données internes qui sont privées, et forcément, quand je pose la question à un LLM classique, il ne va pas avoir connaissance de ces données-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir enrichir la base de connaissances de ces LLM-là en rajoutant ces sources supplémentaires-là. Khalidou, je te laisse là. Ouais, juste pour ajouter un élément, il est important aussi de noter que l'usage de ces règles-là est bien circonscrit sur un contexte et avec des prérequis qui sont bien utiles. Aujourd'hui, sur certains use cases, l'usage des règles n'est pas recommandé pour la bonne et simple raison que on va voir que pas mal de produits sur le marché, ils font de la cotation sur le nombre de tokens. Utiliser les RAG revient à augmenter aussi nos prompts en rajoutant du contexte. Donc, ça, on va voir tout ça en détail. Et l'autre chose qui n'est pas inclue dans le cours, mais sur lequel on peut discuter, c'est la partie agentic RAG. Donc, on verra qu'il est possible d'avoir un système de RAG combiné. Ce n'est pas abordé dans le cours, mais voilà, ça reste quand même ouvert pour ceux qui veulent discuter, échanger sur ce topic. Voilà. Oui, effectivement, comme Khalidou aussi l'a dit, l'idée de ce cours, c'est aussi de rentrer sur des aspects surtout de design, d'architecture, que forcément vous ne verrez pas dans les autres cours en ligne. C'est pas pour faire le commercial, mais c'est fortement inspiré de ce qu'on voit, nous, dans notre quotidien. Khalidou parlait des logiques de coût. Et en fait, faire tous ces projets-là autour des RAG, des LLM, c'est bien, mais ça a un coût. Et ce sont aussi les concepts qu'on va aborder dans le cadre de ce cours pour vous montrer comment maîtriser ces coûts-là. Donc, une fois qu'on a compris ce que c'est que le RAG, comment l'utiliser, en fait, on va mettre en place un projet très inspiré de moi, ce que j'ai pu voir dans le cadre de mes missions. Donc là, on va mettre en place un RAG tout simplement dans le cadre de notre entreprise fictive qui permettra au RH de mettre en place un chatbot qui sera branché à des sources de documents internes. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir accès à des informations fiables avec des réponses courtes et surtout de faire moins d'erreurs et de faire le plus d'impact possible dans l'entreprise. Donc en fait, on va organiser tout un corpus avec des documents sur la partie RH, sur la partie IT, sur la partie procédure, et en fait les mettre à disposition d'un LLM de telle sorte que quand un utilisateur pose une question par rapport à la partie RH ou par rapport aux procédures, qu'on ait des réponses qui seront issues des documents qu'on a mis en place pour cela. Donc, on a plusieurs steps pour mettre en place cette partie-là, et tout ça, c'est abordé très concrètement dans les cours. Donc, pour la partie stack technique, encore une fois, on a du front en Streamlit. Même comme Khalidou l'a dit, c'est des choses qui seront fournies. Et surtout, vous serez libre de pouvoir faire vos propres fronts en vague collant ou en utilisant d'autres solutions. Oui, Khalidou. Khalidou, je te vois lever la main. Alors, j'ai levé la main pour apporter juste une petite contribution sur la stack technique qu'on ne retrouve pas, c'est la partie monitoring et qui est essentielle lorsqu'on va aller en production. N'empêche, encore une fois, on a cherché à sizer le training pour que ça soit beaucoup plus accessible et qu'on veut le délivrer dans des deadlines qui sont acceptables pour vous en tant que professionnel. Mais on reste ouvert à discuter de toutes les parties qui sont essentielles, notamment la partie identity, qui reste quand même assez important quand on parle de RAG. Tout le monde ne doit pas avoir accès à tout type de documents dans le processus. Donc, il faudra pouvoir, par des mécanismes d'identité, de filtrer qui a accès à quoi. Il y a la partie monitoring aussi et il y a la partie ouverture, donc extensibilité pour pouvoir connecter d'autres outils qu'on verra.
Mohamed, je te laisse répondre à la question de Seydou qui demande c'est quoi un RAG. Voilà. Ouais, Seydou, pour répondre c'est ce que j'expliquais tantôt, et ce que Sidi disait aussi, souvent, quand on pose certaines questions au LLM, en fait, ils ne savent pas nous répondre. Par exemple, si moi j'ai un livre que je viens d'écrire tout simplement, et que dans ce livre, je raconte une histoire, le livre, il n'est pas assez connu, quand je parlerai de LLM, je vais sur ChatGPT, je lui parle de mon livre, en fait, ChatGPT, il ne va pas comprendre mon livre parce qu'il n'existe pas dans sa base de connaissances. Tout simplement parce que quand il a été entraîné, les données sur mon livre ne sont pas sur ChatGPT, sur sa base de connaissances-là. Donc, en fait, comment on fait pour mettre à jour cette base de connaissances de ChatGPT, de ce LLM qui est derrière ChatGPT, pour qu'il puisse me répondre sur mon livre à moi, par exemple. Donc, en fait, le RAG répond à ces problématiques données-là. Dans le cadre très concret, en entreprise, il y a souvent des documents que les RH ont sur la partie juridique. On a des guidelines que les IT Ops ont sur leur manière de faire. Et en fait, ces données-là, ils sont des données privées internes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces données-là pour mettre à jour la base de connaissances du LLM. Comment ça marchera concrètement? Quand je pose la question à un LLM, en fait, directement, avant de me répondre, il y a une logique qui va aller chercher sur la base de connaissances interne tout ce qui est en rapport avec ma question. Et en fait, il va le donner au LLM et derrière, le LLM va se servir de ces bases de connaissances-là pour me répondre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Yes, merci. Oui, effectivement. Très bien. Donc, j'avance. Donc là, on arrive sur la partie qui est un peu plus... Enfin, toutes les parties sont intéressantes, mais cette partie-là, je l'affectionne un peu plus. C'est la partie agents intelligents. En fait, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ces agents intelligents-là. Généralement, quand on parlait à ChatGPT, souvent, vous le voyez aller faire des recherches sur Google, en fait. Quand vous posez, généralement, je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais au tout début de ChatGPT, quand on essayait de faire des calculs, par exemple des calculs tout simples, on voyait qu'ils se trompaient et qu'ils ne donnaient pas la bonne réponse, parce qu'en fait, ces logiques d'agent n'existaient pas. Mais l'idée, c'est de brancher des outils au LLM, tels que par exemple une calculatrice pour faire des calculs, des outils pour aller faire des recherches sur Google pour trouver de l'information. En fait, donner un tas de super pouvoirs à ce LLM pour qu'il puisse faire des tâches intelligentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle des agents. Donc, les agents, c'est le fait de prendre un LLM et puis de lui rajouter plein d'outils qu'il va décider automatiquement d'utiliser pour pouvoir effectuer des tâches. Donc, dans le cadre de cette partie-là, on va montrer comment on conçoit ces outils-là de manière sûre, traçable pour les connecter à des LLM internes. Comment orchestrer ces outils-là avec ces LLM-là pour mettre en place ce qu'on appelle des workflows d'agents. Donc, on peut avoir un agent qui est spécialisé sur l'écriture de campagnes marketing. Ça, je le dis, mais c'est quelque chose qu'on a fait, nous, dans le cadre de nos projets en entreprise. Avoir un agent qui est spécialisé dans la recherche d'informations sur Google. Et en fait, cet agent-là va faire des requêtes sur Google pour trouver des informations et les donner au LLM qui va lui-même exploiter. Et on va voir comment mettre en place ce genre de use case. Mais en fait, comment orchestrer plusieurs agents qui vont travailler pour résoudre des problèmes. Ça peut être une résolution de bugs. Quand vous utilisez, par exemple, Claude Code pour coder, généralement, c'est plusieurs agents qui ont plusieurs outils, des outils pour lire les fichiers, pour compiler des outils pour exécuter du code, pour essayer en fait de travailler de manière coopérative et résoudre des problèmes. Ces workflows-là, on les met en place avec des frameworks comme Crew AI ou LangGraph qui sont dans le programme de ce cours qu'on va voir pour savoir comment mettre en place des assistants opérationnels, des copilotes avec des outils traçables qui sont les agents intelligents. Donc, on a plusieurs modules dans le cadre de ce stage-là et surtout, on aura des labs qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'on fait. Et pourquoi cette partie-là, elle reste assez importante? C'est déjà l'impact que ça peut avoir, notamment les produits que vous allez faire, que vous allez développer à partir des agents, peut permettre de répondre à plusieurs préoccupations. D'abord, le return on employment. Si vos agents sont capables d'automatiser
plein de tâches, donc ça réduit un peu le workload ou la productivité, ça augmente la productivité des travailleurs, donc ça réduit un peu leur implication dans le day-to-day operation et ça les pousse peut-être à se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, ce qui peut à un moment donné impacter un peu sur le potentiel de croissance de l'entreprise par le biais de l'innovation, mais surtout aussi le biais de la création de valeur. Donc, ça peut être dans le return on investment, parce que souvent, c'est des procédures assez complexes. Sidi en a parlé. Aujourd'hui, vous prenez des industries qui sont différentes, donc la connaissance qui doit être acquise pour pouvoir bien piloter tout le dispositif est assez broad, assez large. Souvent, quand on vient entre le temps de prendre connaissance des process, de connaître la technologie, souvent qui sont des technologies propriétaires ou d'avoir accès à toutes les informations pour être opérationnel. Donc ça peut prendre du temps. Avec le return on investment, on peut améliorer nos processus internes, donc enlever tout ce qui est tâches répétitives comme noté et voir l'impact que ça peut faire. Si jamais il y avait des process qui étaient faits par du personnel, des consultants qui sont recrutés à hauteur de, allez, disons, je sais pas, 500 € comme TJM pendant 3 mois ou pendant 6 mois ou 1 an pour faire le job et qu'on a des agents derrière qui sont capables de le faire, mais avec un coût moindre et une rapidité beaucoup plus importante. Je crois que c'est un bon pattern. Et l'exemple que je peux donner sur ça à nos amis développeurs, moi, j'ai été développeur dans le passé, donc j'ai eu tellement d'expérience à maintenir des applications qui sont obsolètes, peut-être avec une version Java qui a été délaissée. Mais à chaque fois que tu poses la question, est-ce qu'on ne va pas mettre à jour pour aller sur une architecture moderne? Quand les gens font l'évaluation des coûts, c'est énorme. Déjà, ça peut prendre plusieurs temps pour réécrire tout le code. Ça peut coûter énormément d'argent parce qu'il faut un pléthore de consultants dev pour le faire. Et aujourd'hui, si je vous dis que même les mainframes qu'on avait, on est en train de les migrer donc vers des systèmes beaucoup plus modernes avec l'IA générative qui est capable de réduire un peu ce temps de développement-là. Et le return on future, c'est vraiment la partie R&D où on peut aller beaucoup plus loin sur les choses qui sont importantes donc en termes de création de valeur, donc cibler des segments ou en tout cas des opportunités qui n'étaient pas juste là accessibles en raison de la complexité de l'implémentation et qui, avec l'IA générative, peuvent permettre à des entreprises de se démarquer, d'éviter de se faire disrupter ou de créer de nouveaux relais de croissance. Et là, il y a Mamadou Lamine qui nous dit qu'en est-il des MCP dans tout ça? On le voyait venir et je crois que c'est dans 2 slides, on va en parler. Donc, les MCP, le système agentique avec tout ce qui gravite autour. Éventuellement, les MCP, ça reste toujours des tools à connecter. Voilà. Mohamed, je te laisse continuer. Donc, très bien, merci Khalidou. J'avance juste après. J'ai ma souris qui se bloque, pardon. Très bien. Donc, en fait, après ce module-là, vous l'avez compris maintenant, pour chaque concept vu, on a un projet fil rouge pour mettre en place ce qu'on vient de voir. Là, on va essayer d'automatiser des actions utiles dans le cadre de notre entreprise fictive, par exemple la création de tickets d'incidents, la résolution, mais aussi l'onboarding d'une nouvelle personne, création des accès, commander du matériel, tout ça, toutes ces tâches qui peuvent en fait, qui sont des tâches souvent chronophages et qui ne demandent pas trop d'intelligence parce qu'en fait, il suffit juste de cliquer pour les résoudre. L'idée, en fait, c'est de les automatiser et quand on les automatise, on revient à ce que Khalidou nous disait, on a souvent un retour sur investissement parce que là où on avait besoin de 4 personnes pour résoudre ce genre de problématique-là, on en aura juste une personne qui va être dans la boucle de l'agent pour essayer de voir ce qu'il fait. Donc, toujours la même stack technique, on aura le front en Streamlit que vous pourrez customiser si vous le souhaitez.
Mais on va voir ici LangChain, LangGraph et des patterns comme React pour essayer tout simplement de mettre en place ces aspects d'agents-là et ces workflows d'agents. Toute la partie agent, c'est bien beau, mais on a toute la partie gouvernance aussi derrière ça. C'est-à-dire, si on a des agents automatiques qui savent faire ça, qui savent utiliser des outils, bah, derrière, il faut avoir des politiques de filtering, de logging qu'on va voir aussi dans le cadre de, de ce projet-là. En termes de perspective, j'ai vu cette question dans le chat, Khalidou en parlait, mais on aura toute la partie modèle contexte protocole. En soi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un protocole, c'est tout simplement une manière de faire communiquer des agents. Une manière de faire communiquer des agents et ou d'intégrer tout simplement des agents dans des systèmes classiques. Par exemple, moi, j'ai mon application qui est mon legacy, qui fonctionne depuis 10 ans sur la même manière de faire. De l'autre côté, j'ai un use case d'agent, j'ai un LLM, j'ai un agent qui résout une tâche, je veux les interconnecter. Donc, le monde legacy et le monde agent, ben, en fait, j'ai un serveur MCP qui va gérer cette interconnexion entre ces deux aspects-là, ces deux mondes-là. Donc, en fait, le MCP, ça sera juste un protocole qui nous permettra de faire communiquer nos agents d'un côté et d'autres systèmes d'autre côté. Donc, ça, c'est des patterns qu'on va voir, les patterns IA agentiques. Et je passe cette slide pour vous. Avant de passer, je crois que sa question, Ouais. après je vais laisser Sidi, c'était juste pour lire la question de Mamadou Lamine qui demande aussi la différence entre le workflow d'agent et la partie MCP. Donc, peut-être Sidi, je ne sais pas si tu as quelque chose à rapporter, Ouais, comme ça on balance un peu dans la réponse. Ouais, vas-y. Ouais. J'allais même y répondre. Bon, comme Mohamed l'a si bien expliqué, hein, alors les deux concepts tournent autour de la manière dont l'IA interagit avec des outils ou des données. Donc, un workflow d'agent, c'est comme un processus automatisé orchestré par une IA. L'agent va suivre une série d'étapes, lire une donnée, appeler un outil, générer un texte, vérifier un résultat. Un peu comme un employé virtuel qui suit une procédure. Le MCP, en revanche, c'est une infrastructure de communication standard, comme le disait SEC. C'est ce qui permet aux modèles comme GPT, Claude, de parler le même langage avec des outils externes, comme des API, des bases de données ou même des fichiers locaux. Et bon, en résumé, le workflow d'agent décrit ce que l'IA fait, donc le scénario d'action, et le MCP décrit comment elle communique avec les systèmes qui l'entourent. Merci Sidi pour cette réponse. On a aussi une question de Yab dans le chat. Je veux savoir quelles sont les techniques que vous utilisez pour avoir un bon prompt system. Bon, je vais y répondre assez rapidement. Donc, le prompt system, c'est le prompt qui va définir les règles d'un LLM. C'est le prompt qui va indiquer tout ce que le LLM doit faire ou pas et ce qu'il doit ajouter. Donc, en soi, pour être très clair, pour ce prompt system, il doit être généralement fixe en 4 blocs. Tout d'abord, en bloc rôle, c'est-à-dire qui est le modèle. Généralement, on a des phrases en mode tu es un expert marketing bancaire, tu dois faire ça, ça, ça. Puis de lui mettre un objectif, c'est-à-dire sa mission. Par exemple, tu dois générer un email clair, persuasif. Un contexte, c'est-à-dire plus d'informations par rapport à ce qu'il doit faire. Et surtout des contraintes pour permettre de guider le modèle à suivre un format bien donné. Donc, pour pouvoir avoir un prompt système structuré et clair, généralement, c'est cette logique qu'on utilise. Donc, en somme, j'avance. Maintenant, on vient aux ressources pédagogiques qu'on a autour de ce cours. Comment on a pu voir ça? On a des leçons qui sont en format de coaching. On a les labs, puis on a aussi les quiz qui vous permettront d'évaluer vos connaissances et surtout les projets que vous avez vus. Ça, c'est les ressources. Donc, comment ça marchera? Il y aura des sessions de coaching qui seront généralement sur des formats d'1h30 à 3 heures en fonction des séances. Mais vous aurez aussi le replay de ces sessions-là sur YouTube que vous pourriez consulter à vie.
On aura aussi un groupe d'échange dédié sur WhatsApp pour vous aider si vous avez des bugs sur des projets, si vous avez tout simplement des questions en dehors des coachings, vous pouvez nous contacter pour pouvoir avoir notre support. Et puis, on aura voilà, une base de connaissances partagée avec des ressources que vous pourriez consulter et surtout la partie Techbox qui permettra d'aborder toutes les notions qu'on n'a pas pu aborder dans le cadre de sessions de coaching. Donc, on a toute la partie modèle contexte protocole, toute la partie fine-tuning qui permet de réentraîner un modèle d'IA générative sur une autre tâche, toute la partie optimisation pratique des LLM en production, parce qu'en fait, les déployer, c'est bien, mais vu que c'est quelque chose qui permet, qui en fait coûte beaucoup d'argent, il faut savoir l'optimiser. Comment on monitore toute cette partie-là, comment on met en place des bases de données avancées pour la partie RAG. Et en fait, toutes les notions qu'on n'a pas pu voir en coaching, on va les traiter en Techbox, qui seront tout simplement des billets additionnels, des ressources qu'on vous partagera. Ça peut être aussi des sessions assez rapides pour permettre d'aborder ces sujets-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Y a-t-il des questions dans le chat? Oui. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Maud Laminpal, je suis data manager, donc je pense que c'est un domaine que je vais découvrir et ça me passionne parce que je pense que ce serait un outil davantage qu'on peut utiliser dans le cadre de nos activités. Alors, la question qui me vient tout de suite, c'est par rapport à cette formation, à la fin, qu'est-ce qu'on serait capable de faire avec tout ce bagage que vous nous donnez par rapport à nos activités professionnelles de tous les jours. Un peu une idée, voilà, qu'est-ce que ça devrait pouvoir donner. Merci. En fait, ce que vous aurez dans le cadre de cette formation, très simplement, c'est pouvoir utiliser l'IA générative, de pouvoir l'intégrer dans votre entreprise ou tout simplement de pouvoir mettre en place des use cases d'IA générative à forte valeur ajoutée, de pas simplement être un utilisateur de ChatGPT, mais de comprendre comment ça marche, de pouvoir mettre en place des workflows qui permettent d'automatiser des tâches, mais surtout de pouvoir prendre la vague de l'IA générative en mettant en place des projets très intéressants, des projets que vous pourriez utiliser dans le cadre de votre quotidien professionnel. Donc, c'est un peu l'idée derrière cette formation-là. C'est tout simplement toutes les ressources condensées dans le cadre de ces coachings-là pour vous permettre de comprendre tout ce qui se passe en IA générative, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir mettre en place des projets, mais de l'intégrer dans vos applications. Je vois une main qui se lève aussi. Mohamed, n'hésite pas. Oui, bonsoir. Enfin, je me demandais par rapport à ce que vous avez présenté, le use case des workflows d'agents sur l'entreprise virtuelle. Enfin, la question que je me demande, c'est qu'est-ce qui justifie que les agents récupèrent les bonnes informations? À l'image des RAG, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ça, mais le gros défi, c'était de récupérer les bonnes informations. Oui, ça, c'est totalement vrai. Ça, c'est une difficulté qu'il y a autour des RAG. Comment garantir que les informations récupérées par ces RAG-là sont conformes, mais tout simplement, tout se passe dans la préparation des données. Les bases de données documentaires qu'on met en place pour ces RAG-là doivent bien être préparées et c'est par rapport à ça qu'on peut savoir que le RAG marche bien ou pas. Donc ça, c'est un fait, c'est la partie donnée. Par rapport aux agents, en fait, c'est les différents garde-fous ou guardrails qu'on a entre les workflows d'agents. Donc, il faut savoir que l'agent, il n'est pas magique, c'est simplement on utilise un LLM pour orchestrer le choix de différents outils. Et en soi, ici, on parle pas vraiment de données dans le sens où le LLM va orchestrer et exécuter des workflows déterministes.
Donc, en fait, quand je lui ai demandé à ChatGPT c'est quoi la météo d'aujourd'hui, potentiellement, il ne peut pas me répondre, mais s'il a un outil qui peut interroger pour qu'il me donne la météo, en fait, cet outil-là, c'est un outil déterministe que je connais, qui va forcément me donner la météo. Une fois que ChatGPT aura cette valeur en retour, en fait, va pouvoir tout simplement répondre avec l'information de la météo, parce qu'en fait, là, la donnée, elle est bien structurée, elle est bien récupérée, et ça permet de garantir que l'agent récupère des données. Donc, tout dépend de comment on design les outils qui récupèrent la donnée. Khalilou, je te laisse la main. Oui, donc je vais faire l'inverse. Donc, je vais rebondir un peu sur la question de Mohamedou et puis passer sur la question de Mamadou Lamine. Voilà. Donc, Mohamedou, pour cette partie-là, je crois en avoir parlé et ça détermine un tout petit peu toute la maturité que les entreprises doivent avoir avant de se lancer sur la generative AI at scale. Je l'ai dit, il y a beaucoup de proof of concept qui n'arrivent jamais en production parce qu'à une échelle de données assez simple, ça marche, ça fonctionne, mais quand on l'élargit et qu'on étend, ça devient un peu plus complexe. Néanmoins, aujourd'hui, dans les pratiques, il y a des mécanismes un peu pour pouvoir évaluer la performance de nos LLM. Mohamed en a parlé, le fait de pouvoir jouer sur les paramètres pour éviter aussi qu'il y ait de l'hallucination dans les réponses que l'on reçoit, mais surtout aussi à ce qu'on pourrait appeler des LLM as judge, c'est-à-dire on peut avoir des LLM qui sont capables de juger d'autres LLM. Donc, ça, c'est un truc. Et puis, il y a des evaluation metrics aussi qui vont permettre de vérifier la partie correctness pour voir est-ce que c'est correct. Il y a pas mal de mécanismes autour. Donc, ça, on peut faire un dive deep là-dessus si vraiment c'est des choses qui vous intéressent. Mais l'une des choses qui sont les plus utilisées aujourd'hui dans la partie evaluation, c'est avoir un LLM judge qui est capable de pouvoir faire le truc. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question et ça me fait passer un peu à la question de Mamadou Lamine qui demandait qu'est-ce que vous allez avoir comme skills à la fin. Alors, les coachings chez le Cloud Facile, comme on dit, on aurait pu le mettre en mode e-learning et vous dire, allez, c'est du contenu bien rédigé par des experts, vous allez le prendre. Déjà, la plus grosse opportunité que vous avez, c'est d'avoir en face de vous des personnes qui ont travaillé sur ces projets-là, qui sont passionnés par le topic, qui sont des builders et qui continuent de faire du learn and growth. Et d'avoir aussi autour de vous des gens qui vont participer à ce training-là, qui sont dans d'autres industries. Je crois qu'il y en a un qui a déjà travaillé sur les racks, qui peut remonter des problématiques assez utiles. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est quoi? C'est qu'on vous amène dans le terrain de la pratique. Donc, on ne fait pas abstraction de la théorie et je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, Amadou Beriko a lancé un cours sur la generative AI, donc qui couvre pas mal de concepts en e-learning sur Udemy. N'hésitez pas à souscrire là-dedans. Donc ici, nous, on va aller plutôt sur une démarche pratique en vous permettant d'utiliser un bench d'outils et de construire via des frameworks comme LangChain, LangGraph et des moteurs d'engine comme Olama, de construire vraiment des systèmes adaptés end-to-end. Cela peut vous inspirer parce que notamment le fait de comprendre comment les agents fonctionnent peut vous aider demain à aller peut-être vers les services managés. Je pense un peu à Bedrock qui facilite un peu l'intégration de l'IA générative via des API. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment par la pratique de vous permettre d'avoir la main, de travailler sur des concrets avec des problématiques d'entreprise, etc. Et la troisième chose, c'est que tous ces snippets vont rester avec vous parce que ça va être un repo GitHub dans lequel on pourra se partager. C'est également des ressources, comme vous l'avez vu, sur la Techbox qu'on peut partager. C'est également vraiment toutes les ressources que nous avons à notre disposition que nous pourrons mettre sur le repo GitHub. Donc, demain, si vous voulez construire des choses à l'échelle de votre entreprise, vous avez ne serait-ce qu'un certain nombre de bagages qui vous permettront de dire, OK, peut-être on peut partir sur des POC, on peut répondre à des questions et des problématiques qui vont au-delà. On n'est pas là pour faire de l'apprentissage classique comme entre professeurs et élèves, mais on est là pour faire du coaching. Donc, on demande aussi à nos apprenants d'être vraiment engagés, de se dire, voilà ce qu'on veut, et de se pousser et à aller encore plus en détail
plus en profondeur, d'aller faire des recherches, de challenger les coachs, de poser des questions, de garder une certaine interactivité pour les aider à sortir un tout petit peu de ce schéma classique. On vous propose un contenu et c'est juste pour vous. Donc, on vous propose un contenu, mais vous aussi, vous pouvez nous challenger en apportant des questions, des problématiques qui sont dans le cadre de votre quotidien. Et dans ce cas-là, on pourra vous aider en donnant les informations qu'il faut, tant en tant que coach, mais aussi d'autres apprenants peuvent contribuer. That's it. Et je crois qu'il y a Siri qui a levé la main. Alors, il est 22h30, là. I don't know if on peut. Je vous demande juste de pousser un tout petit peu. Il y a quelqu'un qui a partagé un truc sur le framework, on parle DSPI. Moi, je ne connaissais pas auparavant, voilà. Mais peut-être Sidi, si tu veux apporter un éclaircissement. Ouais. J'avais un peu vu et j'avais un peu creusé. Mais ça m'a l'air d'une solution plus utile dans les environnements où il faut exécuter des prompts à grande échelle. Donc, dans des produits ou des API, il faut garantir des environnements aussi où il faut garantir des résultats cohérents et aussi où il faut itérer rapidement sans tout réécrire à la main. Parce que c'est un framework qui propose une approche de programmation déclarative du prompt plutôt que d'écrire des instructions en langage naturel. Bon. On définit la logique et les objectifs du prompt dans son code Python. Ouais. Et concrètement, c'est quelque chose aussi que nous abordons dans le cadre du cours parce qu'avec LangChain, on a tout un module à l'intérieur de LangChain autour du prompt engineering. Donc, en fait, ce que propose BSPy.ai, c'est concrètement aussi ce que LangChain propose, sauf que LangChain, il permet de faire autre chose que ça, mais c'est des notions qui seront abordées. Et l'intérêt, comme l'a dit Sidi, c'est de garantir surtout la cohérence de nos prompts. Et de rajouter, il n'y a aucun outil qui fait l'unanimité at scale. Je crois que ça dépend des use cases, ça dépend du contexte, ça dépend de la maturité, de la flexibilité, de la taille de l'entreprise. Voilà, il y a plein de paramètres qui font que le choix d'un outil vis-à-vis de l'autre peut s'inscrire. Parfois, c'est pour des problématiques de coût, parfois, c'est des problématiques de souveraineté, parfois, c'est des problématiques de sécurité, etc. Donc, ça reste quand même un grand classique de choix. Et nous pourrons éventuellement, je ne sais pas si Mamadou Lamine Ning, il a une question, mais l'objectif pour nous, c'est vraiment d'arriver à avoir ces échanges interactifs via nos canaux WhatsApp, via les coachings du dimanche. Et je vois que ça passionne plus d'un. Donc, nous vous invitons vraiment à, je crois sur le dernier slide, Amadou avait mis le lien de l'inscription, mais n'hésitez pas. Vraiment, nous vous invitons à souscrire, à nous rejoindre dans cette aventure-là et nous vous garantissons éventuellement vraiment un coaching de qualité, un contenu de qualité et voilà, des échanges fructueux au bout du compte. Et qu'est-ce que tu fais? Vous avez les liens dans le chat partagé par Kajatou, donc vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie de continuer là-dessus. La question que j'avais, enfin, parce que je suis venu en retard, je demandais si la formation elle est gratuite, comment ça se passe en fait? Oui, c'est gratuit. Tu viens, tu rentres et voilà. Non, je blague. Oui, on aurait bien aimé que ça soit gratuit. Honnêtement, je crois que l'investissement que nos experts ont mis là-dessus, Mohamed, Sidi et moi-même, on a mis beaucoup d'efforts pour rédiger un contenu de qualité. Encore une fois, je reprécise que sur le marché, vous allez avoir plein d'autres contenus, mais ce qui fait la différence ici, c'est le mode accompagnement. Vous pouvez vous préinscrire sur la partie, sur le lien qui est sur le chat, côté LCF, Mohamed, et vous aurez tous les détails de comment le training, ça va se passer. Il commencerait quand? En principe, ce sera en début d'année. Donc là, on a décidé de faire ce webinaire-là juste pour vous donner un peu le contexte et le contenu. On sait tous que décembre, c'est un mois qui est assez chargé parce que ça correspond avec la fin de l'année pour certains, donc le temps de closer les derniers topics. Une nouvelle année sur laquelle on va démarrer sur de nouvelles bases et au bout de 2 ou 3 mois, vous aurez les outils qui vous permettront de pouvoir scaler votre année et de se projeter. Donc, je vous invite à faire les préinscriptions sur le lien envoyé dans le chat si vous voulez avoir davantage d'informations autour de ça. Et moi, je serai vraiment ravi d'échanger avec vous
lors de nos séances de training. Et nous restons disponibles aussi à échanger au-delà. Donc, si entre-temps, vous avez des questions sur le cours, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. On est tous disponibles sur LinkedIn. Donc, vous pouvez nous reach out, on va répondre. Vous pouvez envoyer ça aussi à Amadou qui pourra vous répondre. Donc, on a une petite coach qui vous dit un peu bonjour. Voilà, donc elle sera aussi de la partie. Bonsoir. Voilà, donc, et voilà. Donc, les prérequis, voilà, il faut peut-être un minimum de Python, être aware sur certaines choses. Voilà, donc en tout cas, préinscrivez-vous sur le lien et puis on vous donnera tous les détails. Alors, pas un peu, tu vois, il me dit, papa, c'est l'heure d'aller se coucher. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour motiver et réveiller un papa qui rentre du boulot fatigué, qui doit encore bosser? Ah oui, tu vois, ouais, ça, on va développer des agents. On peut développer des agents qui vont faire du babysitting. Ah ouais, des ça, je agents veux qui bien. vont... Ça, si c'est pour ça, j'achète la formation. On va y arriver de toutes les façons. On va y arriver parce que la problématique, elle est un peu partout. Mais je crois que le format de coaching, en fait, moi, de l'expérience que j'ai avec NCF, c'est le format qui permet de motiver. J'ai une maman qui est dans le même cas, 2 enfants, une famille assez compliquée. À chaque fois qu'elle commence un training, elle n'arrive pas à terminer. Et avec le Cloud Facile, bon, parfois c'est un peu difficile et souvent c'est des cours qui sont le dimanche. Donc ça lui permet un peu de consacrer du temps, ne serait-ce que 2 heures où il va dire, ah, tiens, là, je vais faire un focus sur le training, je vais échanger avec des experts, je vais avoir une roadmap et tu vas avoir la motivation parce que tu vas avoir d'autres personnes qui sont là, c'est pas... comme sur Udemy, tu te dis, ah ouais, c'est moi qui dois le faire, et puis tu as les enfants qui crient de gauche à droite, qui courent dans tous les sens. Ah. Mais on va faire des agences EDU à la fin pour vraiment nous régler cette problématique voilà, de tâches ménagères, de gestion des enfants, etc. Nous en avons vachement besoin. Ouais. Great. D'autres questions? Question, c'est quoi d'autres questions? Je sais pas. OK. Vos emails, s'il vous plaît. Ben ouais, moi mettez vos emails. Enfin, je mets juste mon. On met les liens de nos LinkedIn, en fait. Ouais, je pense que c'est mieux. Moi, je vous passe mon LinkedIn sur le chat. Et puis, voilà. N'hésitez pas. Je vais essayer quand même d'être réactif as much as possible to better support you guys. And yeah, feel free. Donc, ces questions sur la projection de vos carrières, parce que ça peut aller au-delà de ce cours-là. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles on peut échanger, on reste quand même une communauté solide autour de LCF. Yeah. Vous pouvez nous les partager, nous envoyer ça. Voilà. Bonne soirée à tous et merci. À très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.